On m'a demandé un jour quelle avait été la remarque la plus dure qu'on m'ait faite après avoir vaincu le cancer. Franchement, il y a du choix, mais celle qui m'a marqué, c'est ce type à l'accueil de la salle de sport qui m'a examiné de haut en bas avant de me glisser à voix basse. Tu sais, le patron n'aime pas trop qu'on laisse traîner des gars aussi maigres. Tu devrais peut-être voir ailleurs. Je lui précise que j'ai déjà payé mon mois. Il hausse les épaules, me regarde comme si je venais de signer mon arrêt de mort. Quelques minutes plus tard, je tombe sur Beau, le patron, une vraie montagne, muscle sur muscle, en train de soulever des haltères qui font mon poids. Je marche vers la cage à squat et j'ai croisé son regard, une vraie bête qui mate sa proie. Je me sentais comme un faon boitant sous les yeux d'un loup affamé. Personne ne savait qu'avant le cancer, je faisais du squat à 360 kilos et que je détenais 2 records du monde dans 2 catégories différentes. Mais désormais, impossible de savoir si cette force était planquée quelque part en moi ou si la maladie m'avait tout volé. Je m'installe pour m'échauffer, juste la barre, les mêmes gestes qu'avant. Greg, le complice de Beau, se met à me filmer et lâche exprès, assez fort pour la salle. Regardez-le, on dirait qu'il croit que 20 kilos c'est sa charge maxi, il n'a sûrement jamais soulevé plus lourd. Je fais comme si je n'entendais rien, me concentre sur ma respiration, mais je sens Beau m'observer avec une insistance malsaine. Quand j'ajoute une plaque de chaque côté, Beau se place littéralement dans mon dos, si près que je sens son souffle. Ici c'est réservé aux costauds. Gamin, Planète Fitness est à 2 rues, là-bas tu pourras t'amuser tranquille, personne ne te jugera. Et en plein squat, il appuie carrément sur ma colonne à travers le t-shirt. Je peux compter tous ses os. On croirait un xylophone, ce gamin. Avec ce petit coup, je manque de lâcher la barre, le visage brûlant sous les ricanements. Sa copine s'approche, me voit de près et lâche un « Oh mon Dieu, ça va? T'es sûr que t'es pas malade ?» Beau saisit mon bras, le lève en public, histoire de prouver qu'il arrive à encercler mon biceps avec ses doigts. Toucher ça, on dirait un os de poulet. C'est ça quand les geekos veulent jouer aux sportifs. Les curieux commencent à s'attrouper tandis que j'essaie de passer au développé couché, mais je vois bien que Beau veut me faire passer un sale quart d'heure, ne lâchant rien. Greg farfouille dans mon sac, en sort tout pour le jeter au sol et éparpille mes vieilles photos de compétition sur les tapis. À l'époque, j'étais massif, 100 kilos tout en muscles, soulevant 400 kilos en championnat. Beau en attrape une, explose de rire. Ce mec tout sec ramène des photos trafiquées pour se donner du courage. Regardez ça, il a collé sa tête sur le corps d'un vrai athlète. Il les déchire sous mes yeux sans vergogne, 3 ans de souvenirs transformés en confetti. Ensuite, ils font venir la balance de la salle. Beau me soulève comme un gamin, me pose dessus, 60 kilos tout mouillé, voilà la faiblesse incarnée. Sa copine s'exclame que son sac à main pèse sûrement plus lourd. Et pour prouver son point, Beau m'attrape sous les bras et commence à faire des curls avec moi pour poids, en comptant bien fort. Chaque mouvement me fait mal là où mes cicatrices me tiraillent, mais je n'ose pas réagir de peur de paraître encore plus fragile. Beau m'arrache carrément le t-shirt pour me mettre à nu devant tout le monde, exposer mes côtes et mes cicatrices, tandis qu'il bombe le torse à côté de moi, devant la glace. Voilà ce que ça donne quand on sèche trop. Tu parles, il doit raconter aux filles qu'il fait du fitness. Qui va croire qu'un rescapé de camp peut soulever autre chose que son téléphone? La salle entière nous dévisage. Certains films, je sens Beau s'enflammer avec l'attention, devenir carrément hostile. Greg va prévenir le gérant, prétexte que je mets tout le monde mal à l'aise et qu'il faudrait certainement une autorisation médicale. Beau ajoute que je suis une menace, qu'on risque de me ramasser par terre à tout moment. En plus, ça donne une mauvaise image à la salle. Les nouveaux voient ce squelette ambulant, ils se disent que nos compléments servent à rien. Le gérant n'ose pas intervenir. Je pige que je serai seul. Pendant que je charge la barre, Beau m'attrape le poignet, serre si fort que j'entends presque mes os grincer. Tu sais quoi? Je crois que t'as fait ton temps ici. Le ton n'a plus rien de moqueur. Il est glacial. Et il commence à me tirer vers la sortie. Greg qui coupe l'autre passage, tous les regards rivés sur moi. On veut pas de malade comme toi. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Et là, il y a eu un déclic. J'ai utilisé une vieille technique du sport pour le forcer à lâcher. J'ai repoussé Beau violemment et il a vacillé devant toute la salle. Son air sidéré n'a duré qu'une seconde, avant qu'il explose de rage et se jette sur moi, prêt à m'écraser sous ses 120 kilos. À ce moment-là, soit j'utilisais la force que j'avais refaite en 6 mois d'entraînement dans mon garage, soit je finissais humilié devant tout le monde. Mon corps a réagi sans réfléchir. Je me suis servi d'une prise de lutte répétée 1000 fois au lycée. J'ai brisé son emprise et lui ai mis les 2 mains sur les pectoraux de toutes mes forces. Beau a reculé 3 pas, abasourdi, avant de repartir à fond, prêt à me plaquer. Là, je l'ai esquivé au dernier moment, réflexe revenu, et il s'est fracassé contre la cage à squat dans un bruit métallique énorme. Tout s'est arrêté dans la salle, les haltères tremblaient sur leur support. La cage avait bougé. Beau, qui se tenait l'épaule, m'a cherché du regard, furieux.
Le gérant a déboulé en hurlant quelque chose que je n'ai même pas capté, tellement j'avais le sang qui battait aux tempes. 2 employés en t-shirt noir sont surgis de nulle part. Greg filmait déjà avec son téléphone. Près de l'accueil, quelqu'un criait qu'il appelait les secours. J'ai récupéré mon t-shirt déchiré à l'endroit où Beau l'avait balancé par terre. Des morceaux de mes photos de compétition traînaient partout. J'en ai ramassé autant que j'ai pu, les mains tremblantes à force d'émotion, au point d'en laisser tomber la moitié. Mon sac de sport gisait, toujours renversé, près du banc de développé couché. J'ai tout remis dedans à la va-vite, pendant que le gérant essayait de s'interposer entre Beau et moi. Sans réfléchir, j'ai filé vers la sortie. Personne n'a tenté de me retenir. Le gars de l'accueil, celui qui m'avait prévenu plus tôt, s'est contenté de me fixer alors que je poussais les portes vitrées et sortais sur le parking. Le soleil d'après-midi m'a giflé le visage et j'ai réalisé que je n'avais plus que mon débardeur, puisque Beau avait littéralement arraché ma chemise. Tant bien que mal, je suis arrivé jusqu'à ma voiture et j'ai réussi à ouvrir la portière, mais impossible de glisser la clé dans le contact, mes mains tremblaient trop. Je suis resté un moment cramponné au volant, essayant de calmer mes doigts. J'avais une douleur sourde sur le côté gauche des côtes, exactement là où Beau m'avait agrippé pendant les curls. En baissant les yeux, j'ai vu que des marques violacées apparaissaient déjà sur mon poignet, là où il m'avait serré trop fort. En soulevant mon débardeur, j'ai aperçu d'autres bleus sur mes côtes, juste au-dessus des cicatrices de l'opération. J'ai pris mon téléphone pour ouvrir l'appareil photo. Mes mains étaient suffisamment stables pour que je puisse prendre des clichés nets de mon poignet, sous plusieurs angles, en vérifiant bien que la date restait visible. J'ai fait la même chose pour les hématomes sur mes côtes, puis pour la chemise en lambeaux posée sur le siège passager. Je suis resté 1 minute de plus à me demander si j'arriverais vraiment à conduire. Ma vision se brouillait, je ne savais pas si j'allais éclater en sanglots ou perdre connaissance. J'ai ouvert mes messages et tapé le nom de Derek. « Peux-tu venir me chercher ? Il s'est passé un truc à la salle. Je t'attends sur le parking. » J'ai envoyé le message avant même d'avoir le temps de le reformuler. Il a répondu en moins de 30 secondes, tout de suite inquiet à savoir si j'étais blessé. J'ai partagé l'adresse et une des photos de mon poignet. Il a répliqué qu'il partait sur le champ. 18 minutes plus tard, son pick-up débarquait sur le parking. Pendant tout ce temps, je fixais l'entrée de la salle, redoutant presque de voir Beau surgir à sa poursuite. Derek s'est garé juste à côté. Il est descendu d'un bond. Nos regards se sont croisés à travers la vitre et j'ai vu son visage se transformer, envahi d'une colère sourde que je ne lui connaissais pas. J'ai ouvert la portière pour lui montrer mes bleus et ma chemise en miettes. Il est resté silencieux de longues secondes, juste cette tension furieuse, la mâchoire serrée, les poings crispés. Puis, il m'a demandé si je pouvais marcher. J'ai hoché la tête. Oui. Il n'a pas voulu discuter. Il a juste dit qu'on filait direct aux urgences. Pas question de prendre des risques avec mes côtes après l'opération. J'ai voulu protester, prétendre que ce n'était pas la peine, mais il m'a coupé court. On y va. Point final. J'ai pris mon sac, verrouillé la voiture, et chaque pas jusqu'au pick-up me lançait dans les côtes. Derek conduisait vite, sans dépasser les bornes. Il m'a demandé ce qui s'était passé, alors j'ai tout raconté pendant le trajet jusqu'au centre médical près de chez lui. Les curls où Beau utilisait mon corps, les photos qui avaient dégénéré, la dispute, Beau qui me traînait vers la sortie. Les jointures de Derek blanchissaient sur le volant, mais il m'a laissé parler sans m'interrompre. Quand je lui ai raconté que Beau m'était rentré dedans, il a voulu savoir si c'est moi qui avais frappé le premier. J'ai expliqué la torsion du poignet, la bousculade. Il a simplement hoché la tête, concluant que c'était bien de la légitime défense, pas une agression. On s'est garé sur le parking des urgences à peine 20 minutes après qu'il soit venu me chercher. Il n'y avait pas grand monde dans la salle d'attente. 5 personnes tout au plus. Je me suis présenté à l'accueil. L'infirmière, les yeux rivés à son écran, m'a demandé d'un ton neutre si j'étais sous traitement contre un cancer. Cette question m'a donné envie de hurler. J'ai répondu que non, le traitement était terminé, je voulais juste qu'on vérifie mes côtes. Elle m'a tendu un formulaire à remplir, y compris mon historique médical. Je me suis assis sur une des chaises en plastique et j'ai commencé à remplir les papiers. Derek s'est installé à côté de moi et m'a proposé un café ou de l'eau de la machine. J'ai choisi de l'eau. Au bout d'un quart d'heure, l'infirmière m'a appelé. Elle a pris ma tension, ma température, mon poids, 61 kilos, 1 kilo de plus que tout à l'heure à la salle. Elle a tout noté puis m'a demandé ce qui m'amenait. Je lui ai montré les bleus, expliquant qu'on m'avait attrapé violemment et que j'étais inquiet pour mes côtes. Surtout après une opération récente. Elle a voulu savoir si c'était un cas de violence conjugale. J'ai nié. Non, c'est arrivé à la salle de sport. Elle l'a ajouté dans mon dossier et m'a signalé que le médecin allait arriver. La salle d'examen était glaciale, une odeur de désinfectant dans l'air. Je me suis assis sur la table recouverte de papier et j'ai attendu. Derek traînait près de la porte, occupé avec son téléphone. La médecin est arrivée peut-être 10 minutes plus tard. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris relevés, qui s'est présentée comme le docteur Martinez.
Elle m'a demandé ce qui s'était passé pendant qu'elle examinait mon poignet. Elle voulait des détails médicaux, le type de cancer, les traitements, la date de fin, les interventions subies. Elle a palpé doucement mes côtes, là où les bleus étaient les plus marqués. J'ai sursauté quand elle a appuyé pile sur la cicatrice. Elle a dit qu'il fallait faire des radios pour vérifier qu'il n'y avait ni fracture, ni lésion près de la zone opérée. Un technicien est venu m'emmener en imagerie. On m'a fait prendre plusieurs positions sous la machine qui cliquetait, tremblait. De retour dans la salle, le docteur Martinez m'a expliqué qu'on attendrait une vingtaine de minutes pour les résultats. Elle est revenue avec une tablette pour me montrer les images. Rien de cassé, aucune fissure, bonne nouvelle. Mais elle a précisé que mes os restaient fragiles après la chimio, que je devais faire attention aux chocs, aux chutes. Elle a voulu savoir si j'avais reçu un coup à la tête. J'ai répondu que non. Elle a tout de même voulu examiner mes pupilles à la lampe, puis elle a griffonné sur un papier des consignes bien précises, consulté mon oncologue dans les 48 heures, appliquer de la glace sur les bleus 20 minutes à la fois, prendre de l'ibuprofène pour la douleur, sans jamais dépasser 600 mg en une prise, surveiller si la douleur s'intensifiait, s'il y avait un gonflement, des difficultés à respirer ou des vertiges, et revenir tout de suite si l'un de ces signes apparaissait. Elle m'a demandé si je me sentais en sécurité pour rentrer chez moi. J'ai dit oui. Elle m'a aussi demandé si je voulais porter plainte pour l'agression. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Elle a précisé que le service devait noter toute blessure liée à une agression dans mon dossier et qu'elle inscrirait tout noir sur blanc. Elle a imprimé ses notes et le compte-rendu radio, a rangé le tout dans une pochette qu'elle m'a tendue. Ensuite, elle est sortie et l'infirmière est revenue me donner mes documents de sortie. Derek a préféré me ramener chez lui plutôt que de me laisser sur le parking de la salle. Il m'a assuré que je pourrais toujours récupérer ma voiture le lendemain, quand j'y verrais plus clair. Son appart était exigu mais soigné. Une chambre, une cuisine ouverte sur le salon. Il m'a montré le canapé et est allé préparer à manger. Je me suis effondré là, la pochette sur les genoux, à fixer un point dans le vide, tandis que mon portable vibrait sous les messages de numéros inconnus. Déjà des photos de la salle tournaient un peu partout, sans que je comprenne comment. Derek est revenu avec un sandwich et un sachet de petits pois surgelés enveloppés dans une serviette. Il m'a tout tendu en me disant de manger et de poser la glace sur mes côtes. C'était un sandwich à la dinde et au fromage. Je l'ai avalé parce que Derek me surveillait et que je n'avais aucune envie de discuter. Il s'est assis en face de moi et m'a demandé si je voulais porter plainte. C'est là que j'ai réalisé que je n'y avais même pas vraiment réfléchi. Le bruit de Beau s'écrasant contre le rack à squat résonnait encore dans ma tête. Derek m'a dit qu'il ne fallait pas que je me décide tout de suite, mais que j'aurais intérêt à y penser, ajoutant que des gars comme Beau ne s'arrêtent pas que si quelqu'un les stoppe. J'ai terminé mon sandwich, le sachet de petits pois collé sur mes côtes douloureuses. Derek a allumé la télé sur une émission de cuisine qu'on regardait à peine, chacun perdu dans ses pensées. Je suis resté là, incapable de comprendre comment tout avait pu basculer aussi vite. Impossible de dormir cette nuit-là. Dès que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Beau, où j'entendais les rires de ceux qui s'étaient démoqués de moi à la salle. Derek m'a prêté un oreiller et une couverture, et il m'a dit « Réveille-moi si tu as besoin de quoi que ce soit ». Je me suis allongé sur le canapé, les yeux rivés au plafond, à compter les fissures dans la peinture. Vers minuit, en allant aux toilettes, j'ai vu que Derek avait laissé un verre d'eau et quelques biscuits apéritifs sur la table basse. Je les ai grignotés, même sans appétit, juste pour m'occuper l'esprit. Mon poignet me lançait dès que je le posais, et mes côtes couvertes d'hématomes me faisaient mal quelle que soit la position. J'ai regardé mon téléphone. 3 appels manqués de numéros inconnus et une avalanche de messages pour savoir si j'étais le type de la vidéo du gymnase. J'ai retourné le téléphone, face contre la table, et j'ai tenté de retrouver le sommeil. À 3 heures du matin, toujours éveillé, je me suis décidé à chercher le contact de mon oncologue, et je lui ai envoyé un message via le portail patient pour solliciter un rendez-vous en urgence. J'ai expliqué que j'avais eu un incident en salle de sport et que j'avais besoin de discuter de ma reprise d'activité physique. Le message est parti, petit chèque bleu à l'appui, et j'ai fini par m'assoupir vers 4 heures. À 7 heures, l'alarme du portable de Derek m'a réveillé. Il s'affairait déjà dans la cuisine, en train de préparer du café. Mon téléphone a vibré. Notification du cabinet du Dr On, qui m'informait qu'ils avaient reçu mon message et qu'on m'appellerait dès l'ouverture, à 8 heures. J'ai émergé à moitié, courbattu, et Derek m'a apporté un café sans rien demander puis s'est posé en face. Il m'a demandé si j'avais réussi à dormir. J'ai soufflé. 2 heures peut-être, pas plus. À 8h15 pile, le téléphone a sonné. La secrétaire m'a dit que le Dr On avait vu mon message et voulait me recevoir le jour même, à 14h30. Elle m'a demandé si ça me convenait, et j'ai accepté sans même réfléchir, avant qu'elle ne propose un autre créneau.
J'ai remercié Derek de m'avoir hébergé, puis il m'a ramené jusqu'au parking de la salle pour que je récupère ma voiture. Le club n'ouvrait qu'à 9h. Le parking était désert, à part ma vieille Honda cabossée, témoin muet de la veille. Je suis rentré, j'ai pris une douche, enfilé des vêtements propres. Les bleus étaient encore plus impressionnants à la lumière du jour. J'ai refait quelques photos avec mon téléphone pour garder une trace de leur évolution. À 14h15, j'arrivais au cabinet du Dr On. J'ai signalé ma présence à l'accueil. 5 minutes plus tard, l'infirmière m'a appelé, pris ma tension et ma température comme à chaque fois. En me demandant de retrousser ma manche, elle a vu les bleus sur mon poignet et son visage s'est fermé sur le champ. Elle a tapé quelque chose sur l'ordinateur, mis un voyant à côté de mon nom, puis m'a annoncé « Le Dr On va arriver tout de suite ». Et elle est ressortie aussi vite. 10 minutes plus tard, Dr On est arrivé, une tablette à la main avec mon dossier et le rapport des urgences transféré par l'hôpital. Il s'est installé sur un tabouret à roulettes et m'a demandé de lui montrer mes blessures. J'ai relevé ma manche et soulevé mon t-shirt pour découvrir les hématomes sur mes côtes. Il a mis des gants, a effleuré prudemment les bleus, m'a demandé si c'était douloureux à certains endroits. J'ai répondu « C'est sensible, mais supportable ». Il m'a montré les radios sur sa tablette, m'expliquant qu'aucun os n'était brisé ni fissuré. C'est déjà ça, mais je m'inquiète de l'impact de tout ça sur ta convalescence. Il a voulu que je lui raconte ce qu'il s'était passé. J'ai tout dit, de mon arrivée à la salle jusqu'au moment où j'ai dû me défendre face à Beau. Il m'a écouté sans me couper. Puis, il a demandé si je disposais d'un certificat médical pour reprendre la musculation. J'ai répondu « Non, je pensais pas en avoir besoin ». Il a hoché la tête, un peu embêté, puis a repris. C'est typiquement le genre de choses dont il aurait fallu discuter plus tôt. Mais avec tout ce qui s'est passé pendant ta récupération, c'est un détail qui est passé à la trappe. Il a alors ouvert un nouveau document sur l'ordinateur et a commencé à rédiger. Il m'a expliqué qu'il préparait une attestation très détaillée qui m'autoriserait à reprendre progressivement la musculation, à condition d'être encadré, et il a pris soin de rappeler mes antécédents et mon état de santé actuel, tout en ajoutant des recommandations précises pour l'entraînement. Il a ensuite imprimé la lettre sur papier à en-tête, l'a signée à l'encre bleue et m'a remis le document glissé dans une chemise cartonnée en me disant « Garde des copies, certains clubs voudront sûrement en garder une trace ». En tenant cette chemise contre moi, j'ai ressenti un vrai soulagement d'avoir enfin une preuve, quelque chose de concret pour montrer que je n'étais plus simplement ce malade dont on ne voulait pas voir la tête sur un plateau de muscu. Dr On a consulté mes dernières analyses, m'expliquant que mon taux de fer restait trop bas à son goût, a augmenté la dose de mes compléments et rédigé une nouvelle ordonnance. Il m'a dit « Ce manque de fer explique sans doute ta fatigue. La nouvelle dose devrait vraiment t'aider dans les prochaines semaines. » Je l'ai remercié et pris rendez-vous pour la prochaine consultation dans 6 semaines. Derek m'attendait en bas dans sa voiture, garée devant, et m'a ramené chez lui. Il a préparé des sandwichs et on a mangé à la table de la cuisine sans trop parler. Il a fini par dire « Tu devrais vraiment consulter un avocat après ce qui t'est arrivé. » J'ai répondu que ce n'était pas donné et que je n'avais pas les moyens. Il a ajouté « Ma sœur a vu une certaine Delaney Bishop il y a quelques années. Elle propose le premier rendez-vous gratuitement, juste pour voir si ça vaut le coup. » Honnêtement, j'avais juste envie de tout laisser tomber, d'oublier et de passer à autre chose. Mais Derek a insisté. « Beau t'a carrément attrapé devant tout le monde. C'est une agression. Des gars comme ça ne s'arrêtent que quand on les force. » Je suis resté planté là, mon sandwich à la main, à me demander si j'avais le cran de me lancer là-dedans. Puis j'ai pensé à tous les autres mecs, plus maigres ou malades, qui passaient par la salle pour s'entendre rabaisser de la même façon. J'ai fini par demander à Derek le numéro de Delaney. Il me l'a envoyé tout de suite par texto. J'ai appelé dans sa cuisine, et c'est une assistante juridique qui a décroché au bout de 2 sonneries. J'ai raconté ce qui s'était passé à la salle. Elle m'a posé 2-3 questions sur la date et les témoins, puis m'a proposé un rendez-vous gratuit le vendredi après-midi et demandé si ça m'allait. J'ai accepté. Elle a pris mes coordonnées et m'a conseillé d'apporter tout ce que j'avais en ma possession. Photos, dossiers médicaux. Une fois le téléphone raccroché, pour la première fois, j'ai eu le sentiment de reprendre la main, au lieu de me sentir victime. Derek m'a proposé de rester dormir tant que je n'étais pas prêt à rentrer. J'ai accepté pour une nuit de plus. 2 jours plus tard, j'étais rentré chez moi et j'essayais de retrouver une routine normale. Préparer le petit déjeuner, jeter un œil à mes mails, tout en tentant de ne pas penser à la salle de sport. C'est là que mon téléphone s'est mis à vibrer sous un flot de notifications. Quand j'ai regardé, il y avait 15 notifications Instagram, 20 sur Facebook et un tas de messages de gens que je connaissais à peine. J'ai ouvert Instagram en premier. Greg avait posté une vidéo. On me voyait en train de pousser Beau, mais c'était soigneusement coupé pour ne rien montrer de ce qui avait précédé. La légende parlait d'une soi-disant crise de rage due aux stéroïdes du garçon squelette et disait que j'aurais attaqué Beau sans raison.
La section commentaires se remplissait déjà d'avis d'inconnus. L'un disait que j'avais l'air sous méthamphétamine, un autre me présentait comme manifestement instable, d'autres encore se lâchaient avec des blagues douteuses sur les rescapés des camps de concentration qui apprennent à se défendre. En lisant tout ça, mes mains ont commencé à trembler. La vidéo avait déjà été partagée sur 3 groupes de salles et sur un forum de musculation, avec des gens qui n'avaient même pas assisté à la scène et s'autorisaient à commenter, que j'étais forcément chargé ou que je devais avoir quelque chose à compenser vu mon gabarit. Quelqu'un m'a reconnu grâce aux compétitions et a sorti que le cancer avait dû me griller le cerveau. Je regardais le compteur de partage grimper minute après minute et j'avais juste envie de jeter mon téléphone contre le mur. La même colère sourde que dans la salle m'est revenue, il a fallu que je pose l'appareil et que je parte me calmer de peur de commettre une connerie. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Derek et j'ai failli ne pas décrocher. Il a enchaîné avant même que j'aie le temps de parler, m'expliquant qu'il était tombé sur une info capitale en fouillant les groupes Facebook de muscu. Un certain Noah avait publié l'intégralité de la scène, sans coupure, dans un groupe privé de powerlifting dont Derek faisait partie. On voyait tout, depuis le moment où Beau me plantait son doigt dans le dos, jusqu'à celui où il m'attrapait le poignet pour me traîner. « Je suis en train de la télécharger, il faut absolument que tu gardes une copie pour l'avocat », a-t-il insisté. Il avait aussi signalé la vidéo trafiquée de Greg sur Instagram pour contenu mensonger et m'a conseillé d'en faire autant. J'ai ouvert l'ordi, Derek m'a envoyé la vraie vidéo avec un lien sécurisé et la regarder en entier m'a littéralement retourné l'estomac. À entendre tout ce que Beau disait sur mon physique, à voir son agressivité. Les commentaires sous la vidéo de Noah n'avaient rien à voir avec ceux postés par Greg. Beaucoup demandaient que Beau perde sa licence et jugeaient l'agression évidente. J'ai sauvegardé la vidéo à 3 endroits différents et j'ai envoyé un message au secrétariat de Delaney pour demander si je pouvais avancer mon rendez-vous. L'assistante m'a rappelé dans l'heure, confirmant un créneau disponible le jeudi après-midi. Je me suis donc rendu à son cabinet, ordinateur sous le bras, téléphone, dossier médical, photo des hématomes et les 2 vidéos sur clé USB. Son bureau était modeste mais sérieux, des diplômes accrochés au mur, des piles de dossiers partout. On sentait qu'elle bossait vraiment et ne se contentait pas de recevoir les clients. Elle m'a serré la main, m'a invité à raconter en détail ce qui s'était passé à la salle depuis mon arrivée ce jour-là. J'ai commencé par raconter l'avertissement du réceptionniste, puis j'ai pris le temps de décrire chaque détail de mes souvenirs, tout en lui montrant les photos de mes affiches de compétition arrachées et des bleus sur mon poignet. Elle prenait des notes très attentivement sur son bloc-notes jaune, sans jamais m'interrompre et noter à la lettre chaque parole de Beau quand je le citais. Je lui ai d'abord montré la version trafiquée de la vidéo par Greg, puis l'original. Elle les a visionnées 2 fois chacune avant de me demander de lui envoyer les fichiers et de lui indiquer les noms de tous les témoins éventuellement identifiables. Delaney s'est installé confortablement dans son fauteuil et m'a expliqué que, vu la vidéo et mes documents médicaux, j'avais tous les éléments nécessaires pour engager une action civile pour coups et blessures. Elle a précisé que le versant pénal relevait de la police, au cas où je voudrais porter plainte, mais que ce serait alors une procédure à part de celle qu'elle pouvait engager de son côté. Elle n'a pas cherché à me bercer d'illusions. Ce type d'affaire prend pas mal de temps et d'énergie, alors il fallait que je réfléchisse sérieusement à ce que j'attendais concrètement. Une indemnisation, des excuses, des poursuites, ou bien un peu de tout. C'est ce choix qui guiderait la suite. Je me suis retrouvé à hésiter un moment. Au fond, l'argent n'était pas vraiment la question, même si la facture médicale commençait à grimper sérieusement. J'ai confié à Delaney que je voulais surtout que Beau ait, enfin, de vraies conséquences pour qu'il ne recommence pas, et que la salle de sport reconnaisse publiquement sa responsabilité, retire toutes les vidéos et présente des excuses officielles. Elle m'a dit que tout ça était parfaitement envisageable avec une action civile et si besoin une plainte pénale. Elle m'a expliqué ses honoraires, forfait pour certaines démarches ou pourcentage si une procédure allait jusqu'au bout. Son conseil, démarré par une lettre d'avocat ferme, adressée à Beau et à la salle de sport pour exiger des mesures précises avant toute action. Cette lettre, facturée 500 €, exposerait clairement nos preuves et les recours prévus si nos revendications n'étaient pas respectées. J'ai donné mon feu vert tout de suite, signé un mandat limité et réglé l'avance par carte. Delaney m'a promis de rédiger la lettre sous 2 jours ouvrés et m'a prévenu que je recevrais probablement une réponse, ou alors un silence, dans la semaine. 3 jours après, elle m'a téléphoné pour m'annoncer que les lettres étaient reparties en recommandé avec accusé de réception, à Beau en personne et à la salle de sport. Elle y avait joint mon certificat médical, la vidéo complète, les photos de mes blessures, ainsi qu'une chronologie très précise des faits.
Dans la lettre, on exigeait la conservation de toutes les images de vidéosurveillance, la suppression de toutes les publications à mon sujet, des excuses écrites et le remboursement de mon abonnement. Nous précisions aussi que tout avait été soigneusement documenté et que nous étions prêts à engager des poursuites et réclamer des dommages-intérêts si la situation ne se régularisait pas rapidement. Delaney m'a confirmé que les avis de réception prouvaient être la bonne remise des courriers. Il restait à attendre leur réaction. Le gérant de la salle n'a pas tardé à se manifester, mais pas dans le sens attendu. Leur avocat, via une lettre officielle en tête du cabinet, s'est retranché derrière la décharge de responsabilité que j'avais signée à l'inscription et m'a reproché de troubler les autres membres avec des pratiques dangereuses. Ils ont tout nié en bloc, décrivant l'intervention de Beau comme un simple rappel à l'ordre, justifié pour assurer la sécurité de tous, et ont résilié purement et simplement mon abonnement sans remboursement ni excuse, allant jusqu'à me menacer d'une plainte pour diffamation si je continuais à tenir des propos selon eux mensongers à leur sujet. En relisant la lettre, j'ai senti la colère monter. Tout était retourné contre moi, comme si j'étais le seul en tort. J'ai retrouvé Delaney le mardi suivant, et elle a parcouru la réponse de la salle sans paraître surprise, l'air d'avoir déjà vu ce genre de manœuvre. Elle m'a alors posé les options. On peut saisir le tribunal d'instance pour récupérer l'abonnement et des dommages pour l'agression, ce sera plus rapide et moins coûteux, mais le montant des réparations restera limité. Sinon, je pouvais aussi déposer une plainte pénale auprès de la police pour agression, ce qui ouvrirait la voie à des poursuites et renforcerait notre position dans la procédure civile. Elle conseillait de faire les deux, histoire de mettre la pression, précisant que la plainte pénale risque d'inquiéter les assureurs de la salle, qui préféreraient sûrement négocier plutôt que prendre le risque d'un procès. Il ne faudra pas tarder pour déposer plainte, a-t-elle insisté, parce que dans certains cas, il y a des délais après l'agression. Pense aussi à bien regrouper tous tes documents. Mon prochain rendez-vous avec le docteur Anne était fixé au jeudi. J'y suis allé avec la liste mise à jour de mes médicaments et un résumé de mes derniers symptômes. Il a procédé à la prise de sang habituelle, examiné mes cicatrices et, une fois les résultats en main, m'a annoncé que mes analyses remontaient enfin. Le nouveau dosage de fer faisait effet, mes globules rouges et mes protéines reprenaient des couleurs, signe que mon corps recommençait à se renforcer. Ensuite, il m'a interrogé sur mon moral et mon sommeil. J'ai dû lui avouer que je dormais à peine 4 heures par nuit et que je grignotais n'importe quoi, faute d'énergie pour cuisiner. Il a pris un air inquiet et m'a demandé si ça allait vraiment au-delà de l'aspect purement physique. J'ai fini à contre-cœur par parler de l'incident à la salle et de toute la procédure. Il m'a écouté jusque-là, sans jugement, puis m'a rappelé que le stress chronique pouvait freiner ma récupération et qu'il serait plus sage de trouver de quoi soulager la pression. Il a alors noté sur son carnet un nom, Hope Hart, une kinésithérapeute spécialisée dans l'accompagnement des patients en rémission de cancer. Hope a déjà suivi plusieurs de mes patients, m'a-t-il expliqué. Elle connaît bien les difficultés du retour à l'entraînement après les traitements, y compris tout l'impact psychologique du changement de corps. Selon lui, un accompagnement encadré par une professionnelle comme elle pouvait vraiment m'aider, autant physiquement que moralement, en me donnant des objectifs concrets à atteindre, au lieu de rester focalisé sur toute cette histoire de procès. Il est même allé jusqu'à appeler le cabinet d'Hope devant moi pour me décrocher un rendez-vous d'évaluation la semaine suivante, puis il m'a fait promettre d'y aller sans chercher d'excuses du genre « trop stressé » ou « débordé ». Ce soir-là, j'étais avachi sur mon canapé, Netflix en fond, à la recherche de quelque chose de léger, quand j'ai reçu une notification improbable en privé. Je suis allé sur Instagram, et là, je tombe sur un message venu d'un compte inconnu. Mais la photo de profil était clairement celle de Beau. Le message disait « Si tu ne mets pas fin immédiatement à tes bêtises juridiques, je porterai plainte à mon tour pour diffamation et agression, et mes avocats se chargeront de te démolir devant le tribunal. » Il ajoutait que, selon lui, je racontais des mensonges pour détruire sa boîte et qu'il préviendrait tout le monde dans le milieu du fitness local sur la personne que j'étais vraiment. Ça se terminait vraiment sur une menace à peine voilée. Il expliquait avoir des connaissances et des moyens dont je n'avais même pas idée, et que m'attaquer à lui était une grosse erreur. Du coup, j'ai pris des captures d'écran de toute la discussion, du profil, de la date, et tout envoyé à Delaney pour savoir quoi faire. Delaney m'a répondu en quelques minutes que c'était une preuve parfaite de harcèlement et de menace. Garde bien tout, bloque-le partout, et surtout ne lui réponds sous aucun prétexte. J'ai fait exactement ce qu'il a dit. J'ai tout copié, bien vérifié que la date montrait que ça tombait après le début de la médiation. Puis j'ai bloqué Beau sur Insta, Facebook, partout où j'ai pu. Dans la soirée, Derek m'a appelé pour prendre de mes nouvelles, et quand je lui ai parlé du message, il a eu un petit silence avant de me proposer son home gym dans son garage. J'ai un rack à squat, un banc, tout ce qu'il faut, et personne pour filmer ou épier chacun de tes mouvements, a-t-il assuré. Rien que d'imaginer m'entraîner dans un endroit sain, sans pression,
Ça m'a permis de souffler un peu. Et je lui ai dit que je viendrais dès que la kiné, vers qui le docteur Anne m'avait envoyé, me donnerait le feu vert. 3 jours plus tard, j'avais mon premier rendez-vous chez Hope Heart, dans une clinique à taille humaine qui sentait le caoutchouc neuf et le désinfectant. Elle m'a fait remplir un questionnaire sur mes antécédents de cancer, mes opérations, mes symptômes actuels, puis elle m'a conduit dans une salle avec miroir et matériel pour faire le tour de ma mobilité. Hope a passé presque 1 heure à tester toutes mes articulations, voir d'où venait la douleur, les raideurs, et me faire bouger sous toutes les coutures pour observer ma posture. Elle m'a posé 1000 questions sur ma fatigue, ce que je ressentais quand je faisais du sport, et sur les éventuelles douleurs nerveuses ou engourdissements liés à la chimio. Quand je lui ai lancé que je squattais déjà 360 kilos, elle n'a même pas réagi, ni admirative ni dubitative. Elle a juste noté ça comme un détail de plus. Elle m'a expliqué qu'elle avait suivi plusieurs patients après cancer, et que le plus dur, souvent, c'était d'accepter son corps, mentalement parlant. Elle m'a monté un programme sur 12 semaines, avec des exercices qui m'ont semblé d'une facilité presque risible au début. Squats au poids du corps, pompes assistées, mais chaque détail était balisé quand ajouter du poids ou augmenter les répétitions. Le protocole était strict, notamment pour stopper au moindre type de douleur suspecte, et il y avait des fiches pour noter la fatigue et la récup entre les séances. Si tu compares tes progrès à ceux d'avant la maladie, tu ne feras que te rendre malheureux et risquer de te blesser, m'a-t-elle averti, en insistant sur l'importance d'avancer régulièrement, semaine après semaine. Je suis sorti de chez elle avec un classeur d'exercices et de recommandations sous le bras, partagé entre l'envie de m'y remettre et la frustration de devoir revenir à zéro. Dès le lendemain matin, direction le commissariat, dossier sous le bras, toutes les photos de mes hématomes, les rapports des urgences, les certificats médicaux, les comptes rendus concernant mon cancer et les 2 versions de la vidéo de la salle sur mon portable. L'agente à l'accueil m'a fait patienter, puis a fini par me faire entrer dans un petit bureau d'interrogatoire avec un enquêteur spécialisé dans les agressions. Un jeune policier plutôt sympa m'a écouté avec attention, notant précisément les horaires, les paroles précises employées par Beau. Il est resté très professionnel. Pas de réaction déplacée sur mon histoire ou mon apparence, ce qui m'a vraiment soulagé après ce que j'avais vécu à la salle. Quand je lui ai montré les 2 vidéos, celle que Greg avait modifiée et la version complète, il m'a assuré que ces preuves étaient précieuses dans un dossier comme celui-là. Il m'a expliqué qu'un enquêteur du nom de Williams prendrait la suite et me recontacterait sous peu pour voir comment avancer. Avant de partir, j'ai signé le procès-verbal en ayant enfin l'impression d'avoir fait quelque chose de concret, de sortir du simple statut de victime. 4 jours plus tard, Williams m'a appelé sur mon portable pour me demander de revenir déposer plus en détail. Il avait une voix posée, professionnelle. Il m'a expliqué qu'il s'occupait régulièrement d'affaires d'agression dans des salles de sport. Il connaissait bien l'ambiance. On a convenu d'un rendez-vous le lendemain et j'ai passé le temps à tout repasser dans ma tête pour n'omettre aucun détail. Williams était un homme mûr, cheveux gris, direct et rassurant dans sa manière de mener l'entretien, donnant vraiment l'impression qu'il voulait comprendre chaque instant. Il m'a demandé de reprendre du tout début à la minute près, qui avait fait ou dit quoi quand il y avait eu des contacts physiques. Il a revisionné les 2 vidéos sur son ordinateur, s'arrêtant pour me questionner sur certains gestes, comme le moment où Beau m'a touché le dos ou m'a attrapé le poignet. Il a tout lu dans mes dossiers médicaux, du traitement du cancer à la visite aux urgences pour les bleus. Williams m'a aussi demandé si, sur le moment, je m'étais senti en danger ou si j'avais craint pour ma sécurité. Je lui ai répondu franchement que, lorsqu'il avait commencé à me traîner vers la sortie, j'avais vraiment cru qu'il pouvait me faire du mal. L'inspecteur Williams a pris note de ma réponse, puis il m'a posé des questions plus précises sur ce que Beau avait dit à propos de ma santé et sur la possible implication d'autres personnes présentes ce jour-là. Après avoir tout passé en revue, il m'a expliqué que, compte tenu de la vidéo et des certificats médicaux, il y avait clairement matière à retenir des poursuites pour agression. Il a toutefois été franc avec moi. Le parquet se pencherait notamment sur le passé judiciaire de Beau et sur ma volonté ou non d'aller jusqu'au bout, ou si au contraire une solution à l'amiable pouvait me convenir. Williams m'a précisé qu'il transmettrait tout le dossier au procureur, avec une recommandation d'engager des poursuites, mais que la décision définitive prendrait quelques semaines. Quand je suis sorti du commissariat, j'avais enfin le sentiment d'être entendu et que, cette fois, Beau risquait réellement des conséquences. 2 jours après l'audition, Delaney m'a appelé pour me dire que le manager de la salle avait sollicité son cabinet afin de proposer une médiation. Le club voulait régler le litige discrètement, sans faire de vagues ni impliquer la justice, ce qui, selon Delaney, est courant dès qu'un établissement réalise à quel point il est exposé. Elle m'a expliqué qu'une médiation pouvait jouer en notre faveur, si nous posions des conditions fermes, et qu'accepter la rencontre ne nous empêchait pas d'engager des poursuites si la discussion échouait. D'après elle, notre dossier était solide.
Avec les vidéos et le rapport de police, la salle serait sûrement prête à des concessions importantes pour éviter que l'affaire ne s'ébruite. Je lui ai répondu que je voulais bien y réfléchir, à condition que tout soit encadré, et Delaney a immédiatement commencé à rédiger une réponse en ce sens. On a convenu que la médiation devrait être enregistrée, que Beau et le manager soient physiquement présents, et qu'un éventuel accord soit formalisé par écrit avec des modalités précises. Delaney a dressé la liste de nos exigences. Remboursement intégral de mon abonnement, excuses publiques de Beau et du club, suppression de toutes les vidéos sur les réseaux, formation du personnel sur le harcèlement et la discrimination, et prise en charge totale de mes frais médicaux, urgences et rééducation incluses. Elle a transmis tout ça à l'avocat de la salle, et ensuite, nous avons attendu leur retour. Les bureaux de médiation, situés au 3e étage d'un immeuble en plein centre, ressemblaient à n'importe quelle salle de réunion, moquettes grises et grandes tables comprises. Nous sommes arrivés avec Delaney près de 20 minutes à l'avance, puis on a attendu dans une petite pièce pendant qu'elle relisait une dernière fois ses notes. Quand la médiatrice nous a appelés, j'ai tout de suite vu Beau déjà attablé, accompagné d'un homme en costume que j'ai supputé être son avocat. Le manager du club était là aussi, suivi d'une femme dont Delaney m'a glissé qu'il s'agissait de la juriste du groupe. Un détail qui ne m'a pas échappé, signe qu'il prenait visiblement l'affaire au sérieux. La médiatrice s'est présentée et a rappelé que tout serait confidentiel, sauf si un accord était trouvé, puis elle a demandé à chacun d'exposer sa version. L'avocat de Beau a pris la parole le premier, en présentant aussitôt cela comme un simple malentendu entre adhérents. Selon lui, Beau avait seulement voulu m'aider en me conseillant une salle plus adaptée à mon niveau. Je l'ai vu hocher la tête, l'air de dire que tout tombait sous le sens. Je me sentais bouillir de l'intérieur, les poings serrés, envahi par la même colère qu'à la salle. L'avocat a insisté, arguant que Beau s'inquiétait pour ma sécurité et avait agi dans mon intérêt en me poussant à partir. Delaney a laissé dérouler son discours, puis, calmement, elle a demandé si elle pouvait montrer une preuve vidéo. Elle a ouvert son ordinateur, l'a tourné vers la salle et lancé l'enregistrement brut. J'ai vu le visage de la médiatrice se tendre quand Beau m'a touché pendant un squat. Et quand il m'a attrapé par le poignet pour me traîner vers la sortie, la juriste du groupe s'est redressée, a sorti un bloc et s'est mise à prendre frénétiquement des notes. L'avocat de Beau a bien tenté d'intervenir, mais la médiatrice a simplement levé la main pour lui couper la parole et laisser la vidéo se poursuivre jusqu'au bout. Un silence lourd est tombé. Delaney a alors sorti le certificat médical, l'a posé sur la table et j'ai expliqué mon passé sportif, tâchant de garder une voix stable, même si mon cœur battait à tout rompre. Quand j'ai parlé de mon squat à 360 kilos et de mes anciens records du monde, l'avocat de Beau m'a regardé avec de grands yeux. Il a jeté un regard vers Beau, qui s'est mis à fixer obstinément la table, fuyant tous les regards. Le manager du club a tenté de justifier la politique de la salle en insistant sur leurs standards pour les pratiquants chevronnés. Delaney, imperturbable, lui a rappelé que refuser quelqu'un pour raison médicale contrevenait clairement à plusieurs lois, qu'elle a d'ailleurs citées une à une, pendant que la juriste du groupe accélérait la prise de notes. Le manager a commencé à répliquer, mais l'avocate l'a coupé net en proposant une pause pour faire le point en privé. Le médiateur a accepté, annonçant une interruption de 20 minutes. Dans la salle d'attente, Delaney m'a murmuré que la vidéo avait clairement produit l'effet escompté. La réaction de la juriste montrait qu'ils avaient parfaitement saisi l'ampleur de la situation. De retour dans la pièce, l'ambiance avait radicalement changé du côté du club. Cette fois, c'est la juriste qui a mené la discussion et elle a présenté une nouvelle proposition. Remboursement total de mon adhésion, retrait des vidéos en ligne, adoption d'une politique anti-harcèlement obligatoire pour tout le personnel avec formation à la clé, prise en charge de mes frais médicaux suite à l'incident, mais refus catégorique de payer les honoraires de Delaney, et surtout, impossibilité d'envisager des excuses publiques au nom de la réputation du club. La déception m'a envahi. J'avais besoin qu'ils reconnaissent ouvertement ce qui s'était passé. Delaney a alors demandé qu'on s'isole un instant pour en discuter rien qu'entre nous. Dans le couloir, elle m'a soufflé qu'obtenir de tels engagements sur la politique interne et la prise en charge des soins représentaient en réalité une bien plus grande victoire qu'une excuse arrachée de force. Une excuse publique obtenue de force n'aurait eu aucune valeur de toute façon. Elle m'a rappelé que si je voulais une vraie reconnaissance, au-delà de l'accord civil, on pouvait toujours s'orienter vers une plainte pénale avec le détective Williams. J'ai pris un instant pour réfléchir et j'ai compris qu'elle avait raison. Nous sommes retournés annoncer qu'on acceptait leurs conditions, à une exception près. La salle de sport devait m'adresser une reconnaissance écrite, attestant que l'incident avait bien enfreint leurs propres règlements. Ce n'étaient pas des excuses publiques, mais au moins une trace qu'ils admettaient leur responsabilité. La juriste a accepté cette modification et le médiateur s'est alors chargé de rédiger l'accord. 1 heure plus tard, après que Delaney ait relu tout minutieusement, tout le monde a signé.
Quand j'ai quitté le bureau, j'ai eu un sentiment étrange, comme si j'avais gagné sans pouvoir vraiment savourer la victoire. La colère était là, mais moins vive que prévu. Delaney m'a raccompagné jusqu'à ma voiture, en me rappelant que la procédure pénale restait possible et que ce serait au parquet de décider de la suite, indépendamment de notre accord civil. Cette perspective m'a un peu rassuré. L'idée que Beau puisse quand même faire face à de vraies conséquences, au-delà d'un simple règlement financier. De retour chez moi, j'ai tenté de lâcher prise sur la médiation pour penser à autre chose. Pendant 2 semaines, j'ai scanné mes mails plusieurs fois par jour, espérant une nouvelle du détective Williams, mais rien ne venait. Et de toute façon, j'avais d'autres choses à gérer. Derek me prêtait sa salle de sport aménagée dans son garage 3 fois par semaine, et je suivais le programme préparé par Hope. Les charges étaient franchement légères, mais pour la première fois depuis la fin des traitements, je pouvais bouger sans souffrir. Un mardi matin, pendant ma série de squats au poids du corps, j'ai calé mon portable pour filmer comme Hope le demandait à chaque entraînement, afin de vérifier que je gardais la bonne posture. Après 10 répétitions sans autre fatigue que celle des muscles qui bossent, sans douleur aux côtes ni inconfort au niveau des cicatrices, j'ai enchaîné 2 autres séries avant d'envoyer la vidéo à Hope. Elle m'a répondu dans l'heure que ma posture était bonne, que je pouvais même ajouter un peu de poids la prochaine fois. Cette petite victoire comptait plus à mes yeux que tout ce qui s'était joué lors de la médiation. Enfin, j'avais la sensation d'avancer, au lieu de ressasser le passé. 3 jours plus tard, alors que je préparais mes repas dans la cuisine, le détective Williams m'a appelé. Il a été direct. Le parquet avait étudié le dossier et proposé à Beau une alternative avant procès, à condition qu'il suive un programme de gestion de la colère et rembourse mes frais médicaux. Il n'y aurait pas de poursuite pénale. J'ai demandé ce qui se passerait si Beau refusait ou abandonnait ce programme en cours de route. Il m'a assuré que dans ce cas, les poursuites seraient lancées automatiquement. Cette solution m'a laissé perplexe. Une part de moi voulait que Beau ait vraiment un casier. J'ai remercié le détective et lui ai dit que je devais réfléchir, puis j'ai appelé Delaney pour avoir son point de vue. Elle a décroché au 2e appel et m'a écouté exposer mes doutes concernant ce compromis pour Beau. Delaney m'a expliqué que ces alternatives étaient très fréquentes en cas de première infraction, le parquet cherchant à désengorger les tribunaux. Elle a souligné que cela m'épargnerait des mois de stress, d'audience, de témoignages, et que Beau aurait malgré tout des obligations réelles, en plus de devoir m'indemniser pour mes frais médicaux et une partie des frais d'avocat, ce qui n'était pas négligeable. J'ai demandé si accepter cette solution, c'était en quelque sorte renoncer à la vraie justice. Delaney a été honnête. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était le plus raisonnable. Elle m'a rappelé qu'un procès, ce serait prendre le risque que l'avocat de Beau tente de me discréditer, d'étaler mon dossier médical devant un jury. L'idée de devoir m'exposer ainsi, d'entendre un avocat m'accuser de fragilité ou d'instabilité, me dégoûtait d'avance. J'ai promis à Delaney que je la rappellerai après avoir consulté Derek et le docteur Anne, puis j'ai passé l'après-midi à tenter d'y voir plus clair. Derek est passé à la maison le soir même, on en a discuté dans son garage. Il m'a demandé ce qui, au fond, me permettrait vraiment de tourner la page, et j'ai compris que ce qui comptait le plus pour moi, c'était de pouvoir reprendre un rythme sportif, pas de voir Beau puni à tout prix. Au rendez-vous suivant, le docteur Anne a été pragmatique. Selon lui, une longue bataille judiciaire me coûterait trop d'énergie, énergie dont j'avais besoin pour me reconstruire, et les obligations du programme restaient déjà des conséquences concrètes pour Beau. 3 jours plus tard, j'ai rappelé Delaney pour lui annoncer que j'acceptais l'alternative. Ce n'était pas la justice idéale que j'avais espérée, mais cela obligeait Beau à suivre un programme de gestion de la colère et à me rembourser, tout en me permettant de me concentrer pleinement sur ma rééducation et d'oublier l'angoisse d'un procès. Delaney a prévenu le parquet dans la journée et ils se sont occupés de la paperasse. 2 semaines après, j'ai rencontré la procureure pour signer tous les documents et revoir point par point les obligations imposées à Beau. 12 semaines avec un thérapeute agréé pour la gestion de la colère et 2400 € de remboursement pour mes urgences médicales. Si l'une ou l'autre de ces obligations n'était pas respectée, des poursuites pour agression seraient enclenchées automatiquement, sans aucune autre forme de négociation. Le procureur m'a indiqué que Beau avait déjà été informé et qu'il avait 30 jours pour entamer le programme, sous peine d'être poursuivi immédiatement. J'ai signé l'accord et je suis sorti du tribunal, le cœur bien plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines, comme si je refermais enfin une porte restée entrouverte trop longtemps. La même semaine, la vidéo montée par Greg s'est enfin volatilisée des réseaux sociaux après l'avoir signalée, sans doute une 50aine de fois. La salle de sport a fini par effacer toutes ces vidéos de ses réseaux sociaux, sans doute sur les conseils de leurs avocats après la médiation. Malgré tout, je continuais à recevoir des commentaires déplacés de personnes qui avaient gardé la vidéo de Greg et la republié n'importe où. Quelqu'un m'a écrit pour m'accuser de tricherie,
prétendant que j'avais trafiqué mes photos de compétition, et un autre m'a lâché que ma place était davantage à l'hôpital qu'à la salle. J'ai rapidement appris à couper toutes les notifications et à bloquer les profils sans même perdre de temps à lire leurs messages haineux. Derek m'a bien fait comprendre qu'il valait mieux supprimer et passer à autre chose plutôt que de me défendre face à des inconnus convaincus que je mentais. Ma prochaine séance avec Hope a marqué un vrai tournant. Elle m'a enfin donné le feu vert pour remettre un peu de poids sur la barre au squat. On a repris doucement, juste la barre et une plaque de 11 kilos de chaque côté, soit 43 kilos en tout. Dit comme ça a l'air de rien vu ce que je soulevais avant, mais repasser sous une barre chargée après des mois d'exercice sans poids, ça m'a fait tout drôle. Hope a installé son téléphone pour me filmer de profil, histoire de vérifier ma technique et s'assurer que je ne compensais pas avec de mauvais placements. J'ai fait 3 séries de 5 répétitions. Le poids m'a semblé lourd, mais rien d'ingérable. Aucune douleur aux côtes, ni gêne autour de mes cicatrices. Elle a visionné les vidéos entre les séries, rectifiant au besoin l'écartement de mes pieds et la position de la barre pour éviter que je ne me fasse mal alors que mon corps était encore fragile. Avant de partir, elle a insisté. 2 jours de repos complet avant la prochaine séance et un message au moindre souci. La semaine suivante, le contrôle chez le docteur Anne a confirmé que tout allait de mieux en mieux. Toutes les analyses sanguines étaient en progrès. Il avait vraiment l'air ravi que la reprise de l'entraînement se passe aussi bien. Grâce au réajustement des compléments, mon taux de fer était remonté et pour la première fois depuis la fin des traitements, mes globules blancs étaient revenus dans la normale. Il m'a posé plein de questions très pointues sur mon programme et les charges utilisées, puis a validé d'un signe de tête la méthode précautionneuse de Hope. Le plus encourageant, c'est qu'il a espacé mes rendez-vous de suivi. Maintenant, ce serait toutes les 6 semaines au lieu de tous les mois, car tout évoluait dans la bonne direction. En sortant de son cabinet, j'ai ressenti pour la première fois que mon corps suivait enfin mes efforts de rééducation au lieu de résister. Le week-end suivant, Derek m'a présenté à un organisateur de compétition autour d'un café près de chez lui. Ce monsieur organise des concours adaptés aux sportifs en situation de handicap ou en retour de blessure ou de maladie. Il m'a décrit une ambiance à 1000 lieues des grands événements nationaux. Ici, la priorité, c'est le progrès individuel, pas de comparer les totaux. Il a jeté un œil sérieux à mon carnet d'entraînement que Hope met à jour et m'a encouragé à envisager de participer dans 3 mois, sans pression, juste en soulevant ce que je pourrais, sans danger. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun jugement. Beaucoup de participants avaient des totaux modestes aux yeux des autres, mais qui représentaient pour eux une vraie victoire. Je l'ai remercié pour toutes ces infos, en lui disant que j'allais y réfléchir, même si l'idée de revenir dans une compétition me stressait déjà pas mal. Hope m'a reparlé de ce projet lors de notre séance suivante, en expliquant qu'avoir un objectif concret nous permettrait de structurer mes entraînements. Selon elle, 3 mois suffiraient pour reconstruire des bases solides sans risquer de brûler les étapes. Après la séance, on s'est posé ensemble pour fixer des objectifs à la fois atteignables et symboliques pour chaque mouvement. 84 kg au squat, 61 au développé couché, 102 au soulevé de terre. Hope m'a rappelé qu'avant, c'était juste mes charges d'échauffement, mais qu'aujourd'hui, c'est un vrai bond en avant. En voyant ces chiffres, j'ai eu un drôle de mélange de fierté et de honte. Immense progrès pour moi maintenant, mais si petit comparé à mes anciens records. Hope a vu que ça me travaillait et m'a simplement dit que la seule comparaison qui vaille, c'est moi aujourd'hui face au moi du mois dernier, pas l'ancienne version de moi-même avant la maladie. Grâce à cette perspective, j'ai pu accepter mes nouveaux objectifs comme de vrais caps à franchir. Le lendemain matin, j'ai ouvert le site de la compétition. Je suis resté planté devant la page d'inscription au moins 10 minutes avant de franchir le pas. J'ai réglé les 50 € de frais d'inscription, précisé ma catégorie de poids, 67 kilos, car j'avais repris 7 kilos de muscles ces derniers mois. En recevant le mail de confirmation, tout est devenu concret, beaucoup plus qu'un simple projet dans ma tête. J'ai fait une capture d'écran que j'ai envoyée à Hope, Derek et au docteur, avec un message pour dire que c'était officiel. J'étais inscrit. À ce moment-là, ce n'était plus une question de records ou de prouver quoi que ce soit à Beau, Greg ou qui que ce soit. C'était juste d'être là, sur le plateau, réussir mes 3 mouvements de compétiteur et me rappeler que je reste un athlète, même si je suis une version différente de moi-même. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Pas de squat à 360 kilos, mais remettre du poids sur la barre, c'est déjà ma victoire. Si mon histoire vous parle, abonnez-vous pour suivre le fil, pas de fin façon Hollywood, juste des gens qui avancent, jour après jour. À bientôt.